excitement, the tension building. The Olympic Center filling to capacity because what we have at hand, the rarest of sporting events. An event that needs no build-up, no superfluous adjective. Ce match, vous n'en avez probablement jamais entendu parler, mais c'est peut-être le plus important que le sport ait jamais produit. Pas pour son suspense ou un quelconque record, mais parce qu'il a en partie façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Donc comprenez bien que si je me permets de vous faire revenir 50 ans en arrière et de vous faire perdre quelques pixels, c'est pour une bonne raison. 1980 donc, on est en pleine guerre froide. Et les États-Unis affrontent l'URSS pour une place en finale des Jeux Olympiques. Et sur le papier, on a là un match important bien sûr, avec de l'enjeu et du suspense. Mais vous vous dites peut-être qu'il n'y a là rien d'exceptionnel, car des affrontements sportifs entre les deux géants qui se disputent le monde, on peut en trouver plein à cette époque. Sauf que celui-ci sera différent. Celui-ci, c'est une sorte de faille dans l'histoire. Une faille qui va briser l'équilibre précaire d'une guerre sans combat. Car on arrive à la fin des années 70, quand le bloc communiste est en position de force. Son arsenal militaire n'a jamais été aussi puissant, menaçant maintenant directement l'Europe via de tout nouveaux missiles. Et son influence grandit. L'URSS arme de plus en plus de mouvements révolutionnaires, et pour la première fois depuis 1945, elle réussit à s'étendre en envahissant l'Afghanistan. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. A Soviet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan and is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. This would threaten the security of all nations, including, of course, the United States, our allies, and our friends. Alors que de l'autre côté, la grande Amérique vacille. Les États-Unis se posaient en défenseurs d'un monde capitaliste et démocratique. Mais le projet est en train de sérieusement s'effriter. L'enfer du Vietnam a changé la vision que le monde avait de l'Amérique. Car plus que la défaite face à une armée bien plus faible sur le papier, c'est surtout la découverte des atrocités commises, qui a écorché l'image de chevalier blanc que le pays travaillait depuis 50 ans. Dites-vous que 1980, c'est l'année où Apocalypse Now, critique ouverte de l'impérialisme américain, remporte 2 Oscars à Hollywood. 1980, c'est aussi 6 ans seulement après le Watergate, 1 an après le deuxième choc pétrolier, et en pleine crise des otages en Iran. Les tensions sont militaires, institutionnelles, économiques et géopolitiques, et l'Amérique se fracture de l'intérieur. Alors quand elle accueille les Jeux Olympiques de 1980 dans la petite bourgade de Lake Placid, l'URSS en salive déjà. Elle voit là l'occasion parfaite pour asseoir sa supériorité idéologique en terre ennemie. Surtout qu'elle possède dans son jeu un atout maître, son équipe masculine de hockey sur glace, surnommée la Machine Rouge. En URSS, le hockey est le sport roi, et en plus un sport qui sied parfaitement aux soviétiques. 2 cages, 6 joueurs de chaque côté équipés de crosses, et qui n'ont qu'un seul objectif, marquer plus de buts que l'adversaire. Ça ressemble à du foot, mais c'est beaucoup plus intense, et beaucoup plus militaire. Les 3 tiers-temps font 20 minutes chacun. C'est assez long à cette intensité, sauf que les changements sont illimités, et peuvent être réalisés en plein jeu. Chaque shift dure souvent moins d'1 minute, 1 minute où les joueurs donnent tout donc, avant de se rasseoir gentiment sur le banc pour récupérer. Ce qu'il faut retenir, c'est que ça va vite, très vite, et il est essentiel de développer une sorte de fluidité collective, une harmonie et une synchronisation que l'on pourrait comparer à celle d'un ballet. Sauf que là c'est violent. Les joueurs doivent porter des protections un peu partout afin d'éviter de se faire découper par la lame fine et aiguisée du patin, d'éviter un coup de crosse, ou pour simplement mieux encaisser les mises en échec contre la vitre de la patinoire. Bref, c'est technique, physique, collectif. Et ces 3 fondements-là ne peuvent s'exprimer pleinement qu'avec une discipline totale. Et ça tombe bien, la discipline c'est le maître mot de l'éducation soviétique. Et du coup, la Machine Rouge est l'une des équipes les plus dominantes de l'histoire, tous sports confondus. En fait, elle surclasse quasiment toutes les compétitions depuis plus de 20 ans, 14 titres mondiaux en 17 ans, et 4 médailles d'or sur les 4 dernières Olympiades. Si elle est aussi forte, c'est qu'elle forme très tôt les meilleurs joueurs au monde, intégrant les plus gros potentiels dès le plus jeune âge dans un collectif ultra bien huilé. Mais si elle écrase tous ses adversaires, c'est pour une autre raison, beaucoup plus étonnante. Cette équipe triche. On va y revenir très vite, mais pour le moment comprenez juste que cette confrontation, c'est une aubaine. C'est l'opportunité parfaite pour humilier l'Amérique sur ses terres, et surtout, dans l'un de ses sports favoris. Quand les Russes débarquent aux États-Unis en 1980, ce n'est pas juste une équipe de hockey qui traverse l'Atlantique. C'est tout un système qui entre dans un autre monde. Aujourd'hui, ça nous paraît simple de faire le tour de la planète, mais à l'époque, c'était une galère. Rien que changer du rouble soviétique en dollars était un casse-tête pas possible. Papier, guichet, rendez-vous, attente. Une époque où l'argent bougeait lentement. Bon, aujourd'hui, ce monde-là a changé. Et c'est du coup pour moi l'occasion de vous présenter, si vous ne connaissez pas déjà, Boursobank.
qui sponsorise ce documentaire. Avec Boursobank, tu ouvres ton compte en quelques minutes, direct depuis ton téléphone. Ta carte bancaire est activée dès ton premier versement et tu peux payer avec ton smartphone avant même de la recevoir. Et du coup, quand tu voyages, aucune mauvaise surprise, 0 frais sur tes paiements à l'étranger et des assurances intégrées qui te couvrent en cas de pépin. Sinon, dans la vie de tous les jours, si t'as un pote à rembourser, tu peux faire un virement instantané par SMS, même sans son RIB. Si t'as un plafond à augmenter avant un gros achat, 3 clics et c'est réglé. Et si t'oublies ton code, pas de panique, tu le récupères depuis l'app. Boursobank, c'est français. C'est une banque qui est là depuis des dizaines d'années et honnêtement, ses fonctionnalités sont indispensables aujourd'hui. Alors je ne peux que vous la recommander. Boursobank, c'est 4,8 sur 5 sur le Play Store, 4,9 sur l'Apple Store. Ça fait tout ce que vous attendez d'une banque à notre époque. Un énorme merci à eux de sponsoriser la vidéo, et notamment si vous avez la chance de voyager cet été à l'étranger, n'hésitez surtout pas à les essayer, je vous garantis que tout sera bien plus simple. Maintenant, retour à notre histoire. Retour 45 ans en arrière. Alors quand vient le moment d'accueillir la prestigieuse équipe soviétique, Oncle Sam a peur. Et il a raison d'avoir peur. Surtout que quelques jours avant le début du tournoi, se joue dans le mythique Madison Square Garden de New York, un match d'exhibition un peu particulier. L'URSS affronte une équipe de NHL All-Stars, soit les meilleurs joueurs de la plus puissante ligue de hockey au monde, la Ligue nord-américaine. Et l'humiliation est totale. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Madison Square Garden, a championship confrontation between hockey's two greatest powers, the All-Stars of the National Hockey League and the national team of the USSR. Madison Square Garden. The countdown is on. The Soviets have it. They are going to win this game by the score of 6-0. On parle là des meilleurs joueurs du monde. Mais là, cette Team All-Star, elle est juste dépassée et frustrée, car le jeu des soviétiques est trop fluide, froid, trop chirurgical. Ils patinent fort, parfois aussi vite en arrière que certains joueurs ne peuvent le faire en avant. Ils font les efforts les uns pour les autres et imposent un rythme démoniaque jusqu'à la dernière seconde. Et derrière, leur gardien Vladislav Tretiak semble infranchissable. Bref, une machine surentraînée, surdisciplinée, qu'on autorise à sortir du pays uniquement pour humilier les équipes occidentales. Et dans ce cas précis, ramener la médaille d'or. Tout le monde était déjà effrayé par cette équipe, mais cette humiliation-là, c'est un sacré coup sur la tête des Américains. Surtout que dans cette équipe All-Star, aucun n'est qualifié pour participer aux Jeux Olympiques. Mais alors pourquoi ces gars-là ne peuvent pas représenter leur pays? En fait, c'est parce qu'en 1980, les Jeux Olympiques sont considérés comme une compétition d'amateurs. Rien de péjoratif là, non, c'est juste la règle à ce moment-là. Aucun athlète professionnel ne peut y participer. Et vous vous demandez alors, pourquoi les meilleurs joueurs soviétiques sont eux autorisés à jouer? Vous vous doutez qu'il y a magouille. Mais alors laquelle? En fait, l'URSS avait anticipé le problème. Elle avait depuis longtemps déjà engagé officiellement tous ses meilleurs joueurs en tant que soldats ou ouvriers, faisant d'eux des amateurs aux yeux du CIO. Mais la réalité, c'est que l'équipe soviétique est ensemble toute l'année, 11 mois sur 12, isolés en camp d'entraînement quasi militaire, où il leur est impossible de voir leurs femmes et leurs enfants. Ils ne vivent que pour le hockey et leur patrie. Et depuis 1964, elle écrase tout sur son passage, profitant donc au passage d'une opposition très limitée. Et vous comprenez maintenant mieux pourquoi ce match entre les deux géants sera différent de tous les autres. Ce n'est pas là un duel au sommet, pas une opposition entre les deux meilleures équipes du monde. Non, là c'est une énième histoire de David contre Goliath. D'un côté de la patinoire, l'équipe la plus puissante au monde, et de l'autre, littéralement, et faute de mieux, une bande d'étudiants sortis des universités américaines. Alors oui, ils sont bons au hockey, forcément. Certains sont même talentueux, mais pour la majorité c'est pas vraiment des cracks. D'ailleurs après le tournoi, beaucoup ne feront même pas de carrière pro. Non, s'ils sont arrivés là, c'est pas seulement grâce à leur talent, c'est surtout parce qu'ils cochaient les cases de cet homme. Ce quadragénaire au choix de costumes douteux et qui va devenir petit à petit le personnage le plus important de notre histoire. C'est le coach de l'université du Minnesota, Herb Brooks, qui vient de rafler 3 titres NCAA, 3 titres de champion universitaire. Et c'est lui qui est choisi pour mener l'équipe olympique américaine de 1980. Et quand vient le moment du choix du roster, il veut bien sûr les meilleurs talents du pays, mais c'est pas ce qui lui importe le plus. Ce qu'il veut surtout, c'est construire une équipe. Et pour y arriver, il a sa petite idée. Il décide d'organiser des try-outs avec les 68 meilleurs joueurs universitaires du pays. Et pour descendre aux 26 élus, Brooks va élaborer un test psychologique de 300 questions, qu'on pourrait qualifier de visionnaire, avec comme objectif simple, évaluer la capacité de ces ados à gérer la pression et jouer en équipe. Car une chose est déjà claire pour Herb Brooks,
c'est que si cette équipe veut performer au hockey au plus haut niveau, elle doit compenser son manque d'expérience par une cohésion d'équipe sans faille. Car dans ce genre de combat, c'est pas le talent qui tranche, c'est le mental. Brooks, c'est un personnage étonnant. C'est un peu un personnage de film. C'est un gars normal qui fait son travail plus par devoir que par plaisir, mais toujours avec comme mot d'ordre, rigueur et conviction. C'est un gars un peu sans sentiment, et très clivant. Le genre de gars qui peut t'encourager tout en te faisant comprendre qu'il peut te lâcher à tout moment, car tu ne seras jamais plus important que son équipe et sa mission. Pas le genre de gars avec qui tu deviens ami dans le cadre du travail. C'est plutôt « bonjour, au revoir, fais ce que je te dis et tout ira bien ». Mais c'est pas un gars méchant, c'est juste un gars qui vit dans son monde. Pour ceux qui s'intéressent au foot, c'est une sorte de Marcelo Bielsa, une sorte de Bill Belichick au foot US, ou un Philippe Lucas à la natation. Des obsédés du détail, ultra exigeants, et dotés d'une aura quasi mystique. Des sortes de fous solitaires, mais des fous solitaires visionnaires et charismatiques, habités par une idée et prêts à tout pour la réaliser, quel qu'en soit le prix. Et ça, ce caractère, cette inhumanité de Brooks, elle effrayait son groupe d'étudiants. Mais il le respectait, parce qu'il savait qu'il était probablement le meilleur coach de hockey qu'il pouvait avoir. Et puis aussi, il savait que c'était le moment ou jamais de briller. En fait, pour eux, c'était la chance de leur vie. Tous se voyaient déjà en futurs stars de la plus prestigieuse ligue au monde, et c'était donc l'occasion de montrer leur talent dans la plus grande compétition possible, devant les scouts des meilleures équipes NHL. Et pour Brooks, le plus difficile, c'était de les forcer à ne pas jouer pour eux, mais pour l'équipe, avec des passes, en prenant son temps, en imposant son physique, mais sans jamais rentrer dans une guerre d'ego avec ses adversaires. En fait, il fallait prendre exemple sur la meilleure équipe du monde, la Machine Rouge. Et pour ça, il fallait d'abord maîtriser leur plus grande force, la discipline. Et pour l'inculquer à ses joueurs, Brooks avait sa technique, sa secret sauce, les Herbies. Avant, le nom était différent, mais il va changer après ce tournoi. Les Herbies, c'est une série de sprints en aller-retour sur toute la largeur de la patinoire. D'habitude, on en fait 2 ou 3 à la fin d'un entraînement, histoire de terminer les joueurs. Sauf qu'avec Herb Brooks, les Herbies, ça pouvait durer très longtemps. Parfois plusieurs heures. Ça pouvait être vu comme une punition, mais c'était pas que ça. En fait, l'idée derrière est pas si bête. Ça travaillait le mental, bien sûr, mais surtout, ça travaillait la vitesse, l'endurance et la puissance. Et dans un sport où les shifts durent 1 minute, ça peut être utile. En fait, Brooks était visionnaire. Il avait analysé la science de l'entraînement derrière les performances réalisées par les meilleurs athlètes dans les autres sports, notamment l'athlétisme, et il l'avait adapté au hockey. Il s'était renseigné sur l'importance de la VO2 max, qui mesure la capacité du corps à utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie. Il s'était aussi renseigné sur la filière anaérobie, une voie énergétique qui prend le relais quand l'effort devient trop intense pour que l'oxygène suffise. Bref, vous avez compris, Herb Brooks avait bien fait ses devoirs, et en plus il était en tête de classe. Mais ironiquement, le plus dur pour lui était ailleurs, dans la mise en pratique. Car mettez-vous 2 secondes à la place de ces joueurs. Vous vous dites que ce tournoi c'est la chance de votre vie, qu'il faut obligatoirement se montrer. Et là, un gars un peu fou vous choisit à l'aide d'un questionnaire de 300 questions psychologiques, vous fait patiner jusqu'à cracher du sang, et vous oblige à jouer avec un style de jeu qui n'est absolument pas celui recherché par les meilleures équipes NHL, là où vous rêvez d'aller. Alors parfois ça coinçait, parfois ça râlait, mais Brooks savait exactement jusqu'où il pouvait pousser son groupe pour qu'il ne craque pas. Mais que ce soit clair, tout le monde détestait Herb Brooks. Tous les joueurs étaient unis contre Herb Brooks, unis pour lui prouver qu'il n'arriverait jamais à les briser. Et pendant ces 6 mois de préparation, on est bien passé plusieurs fois très proche de la mutinerie. Mais mutinerie, il n'y a donc pas eu. Et au final, tout ça avait endurci l'équipe. Maintenant, petite avance rapide. Nous sommes le 9 février 1980, 3 jours seulement avant l'ouverture de la compétition. Et au Madison Square Garden, entre des New York Rangers, va se jouer un match très attendu. C'est l'ultime match de préparation de l'équipe d'Herb Brooks. Et pour ce dernier test, les Américains ont décidé de se frotter à l'adversaire suprême, l'URSS et sa Machine Rouge. Bon, pas de suspense, c'est une boucherie. 10-3. Une douche froide, car mentalement et physiquement, l'URSS vient de montrer que 6 mois de camp d'entraînement militaire à intellectualiser l'entraînement et faire des Herbies, c'était sympa, mais que la réalité de la patinoire est bien différente. La réalité de la patinoire, c'est que l'URSS est la meilleure équipe du monde. Et de loin. Et comme si ça suffisait pas, ils perdent un défenseur sur blessure. Ligament croisé, tu connais. À part ça, les résultats des matchs de préparation côté US ne sont pas catastrophiques, mais ils n'ont fait que confirmer ce que tout le monde savait déjà. Les États-Unis sont une bonne équipe, volontaire, mais le manque cruel de talent brut et d'expérience les place au mieux en tant qu'outsider. Well, right now, I think the Russians are the greatest hockey team in the world. I think we can objectively say that by the teams they've beaten. Historically speaking, you have to look at the Czechs and the Swedes as favorites for the silver and bronze medals. After that, it's the United States, the West Germans, the Canadians and the Finns, teams that all have a chance for an upset. Une médaille de bronze serait déjà un exploit. En plus, le tableau a de quoi faire peur. Dans leur groupe, pas du RSS, mais la Tchécoslovaquie et la Suède, 2e et 3e meilleure équipe du monde. L'équipe américaine étant elle tête de série numéro 7. Et d'entrée, les Américains affrontent les Suédois.
Il ne reste que quelques minutes, les Scandinaves mènent 2-1 quand un premier miracle va se produire, lorsque Herb Brooks remplace son gardien par un joueur de champ. Into the corner. Behind the net now, the United States with the net empty and trailing by one here. Against the boards, it's rolled out in front. Here's a chance. Scores! Baker! The Olympic Arena here in Lake Placid goes crazy. Match nul. Un exploit. Mais un exploit qui n'intéresse au final que très peu de monde, même aux États-Unis. Sauf que tout va changer 2 jours plus tard, après la victoire contre le site 2, la Tchécoslovaquie. 7-3. Et là c'est différent. Là ils viennent de gifler la 2e meilleure équipe du monde. Et ils viennent également de quasiment composter leur billet pour la phase finale. Mais surtout, un événement que personne n'aurait pu prévoir va déclencher un rare alignement des planètes. Frustré, un Tchécoslovaque blesse un joueur américain sur une violente mise en échec, alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes à jouer. Puis la caméra de la réalisation se tourne vers Herb Brooks et capte alors les images qui vont faire le tour du monde. En 4K de l'époque, Herb Brooks pète un plomb et menace d'envoyer une crosse dans la gorge du Tchécoslovaque. Et d'un coup, cette équipe qui n'avait ni véritable ambition, ni véritable soutien, vient de trouver les deux. Et tout le monde se demande alors qui est ce coach fou qui vient de vaincre la 2e meilleure nation mondiale avec une équipe d'étudiants. Pour ces paroles, Brooks recevra plus de 500 lettres de protestation. Mais tout le monde s'en fout, lui le premier, car il venait en une phrase de se souder à son groupe et au reste du peuple américain. Derrière, les États-Unis gagnent leurs 3 derniers matchs de groupe contre la Norvège, la Roumanie et l'Allemagne de l'Ouest. Et toujours avec le même scénario, un début de match poussif, puis une démonstration lors des dernières minutes, quand l'équipe adverse commence à s'éteindre physiquement. La préparation a payé. Et à la fin des phases de groupe, les étudiants sont donc invaincus, premiers de leur poule, qualifiés pour la phase finale, qualifiés pour rencontrer, dans une sorte de demi-finale, la grande URSS. Ça y est, on y est. Excitement, the tension building. The Olympic Center filling to capacity. I'm sure there are a lot of people in this building who do not know the difference between a blue line and a clothesline. It's irrelevant. It doesn't matter because what we have at hand, the rarest of sporting events. An event that needs no build-up, no superfluous adjectives. In a political or nationalistic sense, I'm sure this game is being viewed with varying perspectives, but manifestly it is a hockey game. The United States and the Soviet Union on a sheet of ice in Lake Placid, New York. Comme prévu, les Soviétiques ont remporté tous leurs matchs, et les scores parlent d'eux-mêmes. 16-0, 17-4, 8-1, et une petite victoire 4-2 contre la Finlande. L'équipe fait parler toutes les qualités qu'on lui connaissait déjà, puissance, rigueur, discipline et talent. Cette équipe, c'est peut-être l'une des plus grandes réussites de l'état-major soviétique. Cette équipe, c'est le symbole d'un bloc communiste qui ne fait que se renforcer depuis déjà une dizaine d'années. Cette équipe, elle reflète l'essence même du système soviétique, collectif, centralisé et rigide, où la réussite passe par l'effacement de l'individu au profit du groupe, et par une obéissance absolue à la structure. Et au hockey donc, cette logique atteint son sommet. Déjà, le contrôle militaire y est total. L'armée soviétique gère la Red Army School pour former les meilleurs éléments possibles dès le plus jeune âge. Puis une fois dans l'équipe, les joueurs s'entraînent toute l'année, souvent lors de camps d'entraînement musclés. Lors des matchs et des tournois hors du pays, les passeports des joueurs sont confisqués pour éviter qu'ils ne s'échappent, et des membres du KGB sont présents partout, et tout le temps avec eux. Mais de toute façon, tous les joueurs en ont conscience, toute leur vie a été façonnée autour d'un seul objectif, démontrer la supériorité russe dans un sport technique, stratégique et violent. Et ça marche puisque l'armée rouge domine le sport depuis 2 décennies et répand la doctrine russe partout dans le monde. C'est un missile culturel destructeur, c'est l'une des plus grandes réussites de l'URSS en termes de soft power, autant, voire plus que les échecs. Alors elle en prend soin, et le fait est que ça marche. Depuis 1964, au JO c'est 27 victoires, 1 nul et 1 défaite, 175 buts marqués, 44 encaissés. Le hockey est au cœur de la machine soviétique, c'est le sport numéro 1 en URSS, et tous les gamins rêvent aussi de devenir membres de la Red Army. Et les résultats sont là, l'URSS est encore une fois en demi-finale. Et après avoir humilié les pros de la NHL, puis les étudiants quelques jours seulement avant le tournoi, l'état-major soviétique n'attend alors qu'une chose, humilier l'Amérique sur ses terres. Here we go as the game is underway. The Soviet Union in red and the United States in white. Un match États-Unis-URSS en pleine guerre froide. C'est pas le premier, mais celui-là est différent. Car au contraire des grandes compétitions d'athlétisme, de basket ou de gymnastique, ce n'est pas un affrontement entre 2 géants, pas un affrontement entre 2 puissances hégémoniques qui se disputent le monde. Non, là on est sur un terrain où les dés sont censés déjà être jetés, et où pourtant, le souffle de l'espoir envahit tout un pays.
Non, en fait là, c'est une énième histoire de David contre Goliath. It's been 20 years since an American team has beaten the Soviets. Et après le Vietnam, les États-Unis mieux que personne ont appris à leurs dépens l'impact d'une défaite dans ce genre d'affrontement, où pour le petit poussé, résister relève déjà de l'exploit. Alors oui, l'Amérique croit en un exploit. L'Amérique croit en cette équipe dont elle ne connaît aucun nom, tout comme vous d'ailleurs. Enfin, aucun nom, sauf bien sûr celui d'Herb Brooks. Et si ni l'Amérique ni vous ne connaissez aucun nom, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé. Car Herb Brooks n'a rien laissé au hasard. En conférence de presse, il a décidé de n'envoyer aucun joueur pour que personne ne sorte du lot, pour que personne ne se pense, ne se sente plus fort que le groupe. Mais ça a fait rentrer une chose importante dans la tête des joueurs. C'est que dans cette équipe, il n'y a pas de star. La presse a bien tenté d'accuser Brooks de vouloir seul prendre la lumière, mais Brooks a alors décidé d'envoyer son assistant faire la besogne. Si star il doit y avoir, c'est l'équipe. Mais retour à notre rencontre. Dans ce match, les Américains commencent bien et embêtent les Soviétiques, jusqu'à une première erreur. Bud Snyder losing it after the point. Slap shot, and it was deflected in from the point. The Soviet Union takes a 1-0 lead. Kasatonov's slap shot was deflected in past Craig, and the Soviet Union leads 1-0 at the 9-12 mark of the first period. Comme dans presque chaque match, les Américains encaissent le premier but. Mais il y a en sport quelque chose de puissant. C'est ce que j'appellerais la mémoire événementielle. Ce moment qui, en devenant familier, ne vous surprend plus. Mieux encore, ne vous inquiète plus. Pavlik taking it away from the U.S. Pavlik up ahead to Snyder. Shot goes in! Bud Snyder! That's the type of goal you don't expect somebody like Tretiak to give up. And the United States ties the game at 14:03 of the period. Le match était lancé. Tretiak has been struggling a bit of late. He let in 2 bad goals against Canada the other day, and there's some suspicion that he really is not in very good form at this point. Puis l'URSS décide de durcir le jeu. Corner, losing it there as Golikov comes back the other way for the Soviet Union. Golikov, number 23, leaving it for Makarov. He's trying to get it back to Golikov, then gets it back and scores. Puis la fin de la première période va faire comprendre à tout le monde que ce match sera différent. Il ne reste que 5 secondes à jouer. Juste assez pour tenter ce qui ne passe d'habitude jamais. Long shot, the easy save by Tretiak, but Johnson is there and scores with 1 second to play in the period. Right now the clock shows nothing, but it was stopped at 1 when we looked up as the goal was scored. Right now it shows nothing as the period apparently has come to an end, but the United States has tied the game. 2 partout. C'est la première fois du tournoi que Tretiak encaisse 2 buts en une seule période. Et on parle du meilleur gardien du monde. Alors que la mise en route de l'équipe américaine était leur point faible, les voilà à faire jeu égal avec l'URSS. Et ce scénario-là, justement, pour les Russes, il n'existait pas. C'est quelque chose de nouveau, et il faut réagir. Et c'est là qu'intervient un personnage qui va tout changer. Viktor Tikhonov. Viktor Tikhonov, c'est le coach de la Machine Rouge. Grand stratège connu pour son style ultra discipliné, presque militaire. D'ailleurs, à l'époque, il avait été choisi par le chef du KGB en personne. C'est un gars à la fois craint et respecté. Respecté car il produisait un hockey rigide, mais fluide et précis, très en avance sur le hockey occidental en termes de circulation du palais et de cohésion, mais craint pour ses colères soudaines et sa manière chirurgicale de punir. Tikhonov's been heavily criticized by some of the players. One of them said if he ever needs a heart transplant, he wants Victor's, because Victor's never used his. Et ce but pris à la dernière seconde, il le fait disjoncter. Et il décide alors de sortir l'un des meilleurs joueurs du monde, celui qui est unanimement considéré comme le meilleur gardien au monde, Vladislav Tretiak. Very courageous decision, really, by Coach Viktor Tikhonov. It's really a reflection on the problems that Tretiak has been having. Mais bref, c'est Vladimir Mishkin, le gardien du Dynamo Moscou, qui prend la place de Tretiak. Il est loin d'être mauvais, attention, c'est lui qui avait écœuré quelques semaines plus tôt les All-Stars de la NHL, en les empêchant de marquer le moindre but. Mais n'est-ce pas là quand même une décision un peu précipitée? Tretiak n'est pas blessé, il a certes encaissé 2 buts en une mi-temps, chose plutôt rare pour lui, mais qu'en est-il du message envoyé au reste de l'équipe? La seconde période est une attaque-défense, 12 tirs à 2, et l'URSS parvient à marquer une fois. Ça fait 3-2, et il reste alors un tiers-temps. Le tiers-temps où l'URSS a pris l'habitude d'écraser tout le monde, en faisant parler son impact physique alors que les joueurs adverses subissaient la fatigue. Mais un tiers-temps où, paradoxalement, malgré leur jeune âge, les Américains se sont révélés être plutôt très bons depuis le début du tournoi. Mais bon, ne refaisons pas l'histoire. Dans ce match, l'URSS est au-dessus. L'équipe américaine tient, mais ça relève déjà du miracle. Elle utilise toutes ses forces pour défendre, sans pouvoir derrière créer du mouvement en attaque. Il ne reste maintenant que 14 minutes, et depuis que Mishkin est entré en jeu, il n'a subi que 2 tirs.
jusqu'à ce qu'un petit événement vienne rééquilibrer les débats. Number 9. And we've got a penalty coming up on the Soviets. Vladimir Krutov going off for high sticking here as we look at the replay. Vladimir Krutov joue le palier avec sa crosse levée. C'est dangereux, interdit même. Ça s'appelle high sticking et c'est puni par 2 minutes de pénalité. 2 minutes en prison. 2 minutes à 5 contre 4. It does give the U.S. team the opportunity really that they're looking for. They haven't been able to go on the offense for quite some time now, and this is the chance. Vous le savez maintenant, on appelle ça un power play. 2 minutes donc, pour tenter de créer une nouvelle dynamique. Sauf que les secondes passent. Long slap shot, the save by Mushkin. Ruzioni, his rebound shot was wide. 46 seconds left in the penalty. And only 22 seconds now. The Americans with perhaps their final rush on this power play opportunity. 13 seconds left in the penalty. Big shot again. They score! Alors qu'il ne restait que 8 secondes de powerplay, les Américains égalisent. Myshkin cède après une erreur de sa défense. Well, a goal that absolutely came out of nowhere. The U.S. team did not seem to be threatening. The puck went to Starikov, but he lost it. Et là, tout devient différent. 3 partout dans l'ultime tiers-temps. Malgré la différence de niveau évidente, il y a match. Le powerplay a permis d'équilibrer les débats sur la patinoire, et ce but vient maintenant équilibrer les débats dans la tête. Car les Soviétiques, pour la première fois de leur tournoi, entrevoient la défaite. Et car les Américains, pour la première fois du match, viennent de renverser le momentum. 58 remaining. The U.S. 3 and the Soviets 3. They want the enthusiasm, but they also want the control. And they've got to find the proper balance. The pass to Makarov. Craig makes the save. The U.S. team is depending a little bit too much now on Jim Craig. He's making too many good saves. Eruzione! Mike Eruzione! Oh, I love Brooks' reaction. Here's Eruzione, a good low shot underneath Bushman's arm. États-Unis 4, URSS 3. That goal coming at the 10-minute mark, exactly halfway through the period. Out in front to Krutov, and it looks like it hit the post. The big lay by Ken Morrow, diving in front of that shot. Craig has 33 saves tonight. The two Soviet goaltenders, they have only 12 saves. 353, 225, 224, 223, a minute 58, a minute 57, a minute 15 to play, a minute 6, 55 seconds, 43 seconds, 38, 37 seconds left in the game, 28 seconds, 19 seconds. Johnson over to Ramsey. Ilya Legunov gets set by Ramsey. McClanahan is there. The puck is still loose. 11 seconds. You've got 10 seconds. The countdown going on right now. Morrow up to Schultz. 5 seconds left in the game. Do you believe in miracles? Yes! Unbelievable. Cette équipe venait de réaliser l'impossible. David venait de vaincre Goliath. Une victoire improbable et inespérée, dans un match qu'elle aurait perdu 9 fois s'il avait été rejoué 10. D'ailleurs, il faudra attendre 22 ans et que l'URSS devienne la Russie pour revoir les États-Unis l'emporter. Pour les Soviétiques, c'est gênant. Le retour au pays est difficile. Perdre contre les États-Unis est déjà embarrassant. Perdre contre les États-Unis sur le sol américain l'est encore plus. Mais perdre contre les États-Unis sur le sol américain contre une bande d'étudiants, c'est la goutte d'eau. Au final, l'état-major décidera de faire profil bas. Pas de purge, pas de scandale, juste le silence, comme si rien ne s'était passé. Juste une tache de honte que chacun portera en silence pour le reste de sa carrière. Alors que de l'autre côté, en 60 minutes, des étudiants inconnus venaient de raviver les braises d'un patriotisme américain endormi. The result was announced there and he said all the people in the place spontaneously stood up and sang our national anthem. I personally can't remember anything like that happening since World War II. Cette équipe embryonnaire 6 mois plus tôt et condamnée à s'autodétruire venait de s'offrir une victoire plus grande que ce que le sport ne peut normalement en offrir. Elle n'avait toujours pas remporté le tournoi olympique, elle n'était même pas encore assurée d'une médaille. Mais pourtant elle avait déjà gagné. Sans armes et sans combat, l'Amérique avait remporté un succès idéologique lui donnant encore un peu plus de crédit pour imposer sa culture et son mode de vie comme une évidence. Tell the whole team that we're extremely proud of them. They've come through like true champions. It was a great win, for everybody, and I think it just proves that our way of life is the proper way to continue on. Mais cette victoire, c'est surtout celle d'un homme, celle d'un coach, Herb Brooks, qui aura le premier, seul et dans l'ombre, cru en ses étudiants, puis qui aura su ajouter les bons ingrédients pour transformer un groupe ordinaire en une équipe légendaire. On en oublierait presque qu'il reste encore un match pour ne pas gâcher toute notre histoire. Et en plus, ce match sera tendu. Dans une ambiance électrique, les États-Unis sont menés 2-1 à l'entame de l'ultime tiers-temps, jusqu'à ce que, comme d'habitude,
4-2. Médaille d'or. Cette victoire sera un tournant idéologique dans la guerre froide. Alors elle n'est bien sûr pas à elle seule la raison de l'effondrement de l'URSS, mais elle y aura joué son tout petit rôle, à un moment où le bloc soviétique se renforçait et où l'Amérique vacillait. Car le sport est politique, et il le sera toujours. Pas parce qu'il cherche à l'être, mais parce qu'il est inséparable des enjeux de pouvoir, d'identité et de représentation. Pour l'État, le sport est un outil de propagande, une vitrine économique et un levier d'influence géopolitique. Pour les athlètes, il est une tribune d'expression puissante qui mériterait d'être d'ailleurs plus souvent conscientisée. Et il n'est pas question de cesser de célébrer nos héros, ni de bouder ces moments de joie partagés avec ceux qu'on aime, mais de comprendre qu'à travers les histoires qu'ils racontent, le sport structure notre récit collectif. Quand l'équipe d'Air Brooks l'emporte face à celle de Viktor Tikhonov, elle célèbre simplement et naïvement la victoire d'une bande de potes contre la meilleure équipe de hockey sur glace de l'histoire. Alors que pour les deux pays ennemis, elle est cyniquement un chapitre dans un récit national soigneusement scénarisé. Dans le récit soviétique, ce chapitre sera déchiré. Mais le pouvoir américain se tâchera lui de raconter l'histoire de cette rencontre en lettres dorées. These are wonderful young Americans and they have thrilled our nation and we're all deeply grateful for your tremendous achievements. The athletes said they did not think they were being used by the president to help in his political campaign, but no one disputed that the timing of today's White House event was fortuitous. With the economy gloomy and the hostage situation in Tehran tenuous, what better for the president on the eve of the New Hampshire primary than to be seen on television surrounded by a group of young, happy, and victorious American heroes? Leslie Stahl, CBS News, the White House.